Guinée-Conakry, comité de suivi de la transition, la CEDEAO à l'étroit, nous nous interrogeons. Guinée-Conakry, comité de suivi de la transition, la CEDEAO à l'étroit, nous nous interrogeons encore ce lundi matin. Les petites choses ne sont que les petites choses, mais être fidèle dans les petites choses, c'est une grande chose. C'est ainsi que les gens deviennent extraordinaires. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Dans un décret rendu public le jeudi 9 février dernier, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a créé un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Dans le même décret, il a fixé ses missions, son fonctionnement et ses attributions. Eh bien, nous allons essayer d'égrener un peu ce décret, si vous le voulez bien. Article 1er, il est créé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, le comité dénommé Comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Article 2, le comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition a pour mission de suivre, d'orienter et d'évaluer la mise en œuvre du chronogramme de la transition et des réformes politiques en Guinée-Conakry. Article 3, comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition comprend le comité de pilotage et le comité technique. Article 4, le comité de pilotage est chargé de s'assurer de la mise en œuvre des activités relatives au chronogramme de la transition et aux réformes politiques et institutionnelles. À ce titre, il est chargé de 1. Définir les orientations politiques et stratégiques portant sur la méthodologie de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et surtout de rendre compte de ces activités au Premier ministre chef du gouvernement. Article 5, le comité de pilotage est composé comme il suit. Le président, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Membres, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre du plan et de la coopération internationale, la ministre de l'information et de la communication, un représentant du CNT, entendez, le Conseil national de transition, le directeur du cabinet de la primature, la ministre de l'information et de la communication est chargé d'assurer le secrétariat du comité de pilotage. Et puis article 6, le comité de pilotage se réunit au moins une fois par mois et si nécessaire sous convocation de son président. Article 7, sont invités à prendre part aux travaux du comité de pilotage en qualité d'observateurs, les représentants des organisations ci-après, eh bien, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, les pays membres du G5, en précision faite, la Guinée. Article 8, le comité technique est placé sous l'autre, on va le dire comme ça, du comité de pilotage. Il est chargé de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités liées aux réformes politiques et institutionnelles et au chronogramme de la transition. Concevoir une méthodologie et surtout des outils informatisés de suivi des activités du chronogramme de la transition. Rendre compte régulièrement de ces activités au comité de pilotage. Article 9, le comité technique est composé comme suit. Président, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Membre, le conseil juridique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La directrice des affaires politiques et de l'administration, on va le dire ainsi, électorale, en abrégé du MATD. Le directeur général de l'administration du territoire, un représentant du ministère de la Justice et des droits de l'homme, un représentant du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, 2 représentants du CNT, le Conseil national de transition, un représentant de la primature, et puis article 10, le comité technique se réunit une fois par semaine sous convocation de son président. Le secrétariat du comité technique est assuré par la directrice des affaires politiques et de l'administration électorale. Article 11, sont invités à prendre part aux travaux du comité technique en qualité d'observateurs, les organisations ci-après. Eh bien, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, les pays membres du G5, en précision fait de la Guinée. Article 12, pour terminer, les frais de fonctionnement du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition sont imputables au budget retour à l'ordre
constitutionnelle. Voilà pourquoi nous nous interrogeons donc ce matin. Guinée-Conakry, comité de suivi de la transition, la CEDEAO à l'étroit. En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfait-Ndom. Il est un homme politique. Il est notre invité ce matin. Patient Parfait-Ndom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Joselengos. Bonjour à nos valeureux techniciens et merci pour le fantastique travail qu'ils abattent au quotidien. Bonjour à nos nombreux internautes et sans oublier ceux de la diaspora qui ne cessent de soutenir cette très belle aventure. Nous leur disons merci. Et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, hein, Patient Parfait-Ndom. Il faut préciser par ailleurs que depuis l'annonce justement de ce décret par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, dit bien de l'autre côté, dans ce pays-là, précisément la Guinée-Conakry, l'Union des forces républicaines abrégée UFR, eh bien, parle justement de la création de ce comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition qui, pour eux, ne passe pas du tout. Ils disent qu'ils y voient un acte d'arrogance pris par le colonel Mamadi Doumbouya pour notamment démontrer la volonté du CNRD de faire cavalier seul dans la gestion de la transition, contrairement à ce qu'il avait promis lors de la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. C'est Fodé Baldé, que vous connaissez d'ailleurs très bien, responsable de la communication digitale du parti dirigé par Sidya Touré, qui l'a dit au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi. Bon, je peux dire que c'est de bonne guerre de la part de notre ami Fodé Baldé. Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire que est-ce que le Sénégal, non, la Guinée-Conakry a la capacité aujourd'hui d'agencer, de mettre en cohérence un certain nombre d'initiatives dans le cadre de permettre, ou bien dans l'optique, de permettre à la Guinée-Conakry, à la sortie de cette période de transition, oui, de se doter enfin des mécanismes, des institutions qui sont capables de propulser la Guinée-Conakry dans un espace de souveraineté assumé. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, ce sont des enrobages. Tout le débat qui porte autour. C'est-à-dire que soit on laisse la Guinée-Conakry sous le contrôle des institutions de la CEDEAO, et nous savons très bien pour qui roule la CEDEAO, on connaît très bien quels sont les prototypes d'organisation sortie des transitions que veut la CEDEAO, c'est-à-dire ça doit être des organisations, des États, des pays qui sont soumis aux intérêts de l'étranger, parce que c'est ça qu'il s'agit, avec cette fausse démocratie qu'on nous vend à travers un certain nombre d'instruments de contrôle que doivent accepter justement ces pays à travers ces transitions, ou alors nous sommes dans une rupture qui consiste à dire les Guinéens, de manière libre, souveraine, sont prêts aujourd'hui à mettre en place un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'outils, un certain nombre de structures, leur permettant d'aller tranquillement vers la fin de la transition et permettant enfin, au bout du process à la Guinée-Conakry, de se doter des institutions qui iront dans le sens de la protection des intérêts de la Guinée-Conakry. À mon sens, c'est là tout l'enjeu. Le reste, ce sont des petites batailles de chiffonniers dans des organisations comme on a la coutume de les voir, parce que c'est des batailles de positionnement aussi. On a l'impression qu'au sorti de l'affaire, c'est l'autre partie qui va ramasser la mise, dont on essaie de le contraindre par des biais de communiquer, des mécanismes, des menaces, des oukases, des ultimatums, de dire attention, on ne va pas te laisser seul gérer cette affaire de telle manière que tu en sois le grand bénéficiaire. Il faut absolument nous associer parce que nous refusons d'être largués. En fait, quand tu dis de communiquer des autres, c'est ce que ça signifie. Oui. Mais le fond du problème, ça ne doit pas être celui-là. Le fond du problème doit être, j'allais dire, la pertinence des initiatives qui sont prises. Mais surtout, l'absolue nécessité qu'au sortir de cette transition, la Guinée-Conakry puisse se doter d'institutions capables de défendre les intérêts de la Guinée-Conakry. Voilà tout l'enjeu. C'est à l'aune de cette espérance que nous pouvons juger, oui ou non, si le colonel Doumbouya rentre de plein pied dans le cadre fermé, n'est-ce pas, de ce nouveau leadership africain qui s'assume et qui veut reconquérir sa souveraineté ou pas. Sinon, continuer les débats à ne plus en finir, des instructions de la CEDEAO
qui sont généralement le fruit des agendas impérialistes de l'Occident, on sait très bien à quoi ça va aboutir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a l'impression qu'il y a l'expression d'une nouvelle volonté qui n'est pas du tout contrôlée par l'Occident, parce que par ricochet, elle n'est pas du tout contrôlée par la CEDEAO. Oui. Il faut qu'on aille vers notre indépendance, notre liberté. Et cela passe par un certain nombre de réformes qui sont profondes. Et ces réformes-là ne peuvent pas s'accommoder avec les anciens schémas de domestication par le biais des faux contrôles. Vous faites des élections dans 2 mois. Après, on va envoyer les observateurs de l'Union européenne voir si les élections se sont passées dans les normes. Non, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être capable de produire des mécanismes qui vont doter éminemment les pays qui sont dans cette période transitoire d'instruments, d'institutions qui soient au service du peuple. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Alors, je pense même que pour des organisations politiques sérieuses, peut-être qu'elles peuvent même mettre sur le boisseau en attendant leurs prétentions et leurs ambitions. Et se dire que ce qui est important, c'est la machine. Si cette machine-là, et surveiller que cette machine qu'on va créer soit au service de la communauté nationale. Le reste, on le verra après. Parce que les pouvoirs ne sont pas éternels. Bon sang. Les pouvoirs ne sont pas éternels. Mais si on se lance nous-mêmes dans une espèce de guéguerre, de chienlit, qu'on va organiser nous-mêmes, ça va faire les affaires des autres qui ont eu tendance à dire que on vous a dit que l'Afrique a toujours besoin de tuteurs. Sans tuteur, ces gens-là, de manière libre, de manière souveraine, ne peuvent rien organiser quelque chose qui ait du sens. C'est ça l'enjeu central de tout ce que nous voyons là. C'est ça l'enjeu central. Il faut donc, à mon sens, au lieu de rentrer dans cette bataille-là, qui n'a plus de place aujourd'hui, être dans des organisations qui vont construire ce que j'appelle des contre-pouvoirs pour éviter que le pouvoir central ou bien ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui ne dérivent dans quelque chose d'assez ubiesque qui pourrait ressembler à la dictature d'un individu. Mais ces contre-pouvoirs-là, c'est l'organisation. Et cette organisation-là procède par un certain nombre de mécanismes comme la formation, comme les formations, comme un certain nombre de directives et initiatives à prendre dans le cadre de renforcement des capacités du peuple à défendre éminemment ce qui leur revient de droit. Mais ce n'est pas de dire, non, il y a une constitution politique qui se fait au sommet, il faut seulement qu'on soit là. Si on soit là, on soit là signifie quelques individus que nous sommes, il faut que nous trouvions notre petite part de gâteau là-bas. Et que fait-on de peuple? C'est le chemin dans lequel beaucoup de nos transitions, tapageuses, n'est-ce pas, sur l'encadrement des institutions dites de la communauté internationale, ont accouché comme réalité. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à penser que c'est la voie par laquelle nous devons continuer de batifoler si nous voulons éminemment produire en Afrique des mécanismes et des organisations, surtout des institutions qui vont se lancer dans, enfin, si je peux le dire depuis les indépendances, dans la protection réelle des intérêts de nos peuples et de nos pays. Tout de suite après le décret du président de la transition du côté de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, de ce comité de transition, la CEDEAO est également sortie, a fait une sortie pour dire nous ne sommes pas très d'accord. Pourtant, dans ce décret, il est demandé justement à la CEDEAO d'être des observateurs pour voir comment marche justement la transition. Transition dont Mamadi Doumbouya avait déclaré qu'elle ferait 39 mois, ça signifie 3 ans et 6 mois. Mais vous voyez la gêne de la CEDEAO. Oui. Elle n'est pas habituée à cette place qu'on lui réserve. Elle a dirigé les transitions. Aujourd'hui, à diriger les transitions. À venir inspecter de temps en temps, de dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, il faut plutôt rentrer ici. Maintenant qu'on les confine dans le rôle d'observateur, la différence c'est observateur, attention.
C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes au niveau de la création vraiment d'un nouveau paradigme. Et quand on regarde très bien comment on a structuré ce comité-là, c'est pas fait au hasard. Non, c'est rien n'est fait au hasard. Parce qu'on connaît, effectivement, on a déjà l'expérience, on dit chat échaudé craint l'eau froide. On sait très bien comment ces gens-là ont l'habitude d'opérer, de réagir et de fonctionner. C'est-à-dire la CEDEAO doit être le pilier, à la base de tout. Elle crée ses propres commissions qui vont en villégiature en Guinée de gauche à droite, rencontrent des opposants, donnent des gages à tel et tel opposant, briment à gauche, donnent des satisfectifs à droite, et puis finalement on sort avec une institution, avec quelque chose de glauque qui ne représente plus les aspirations profondes du peuple. Et voilà, on est reparti pour un tour de plus. Non, ça, on n'en veut plus. On veut des institutions qui ne seront pas calquées sur le modèle occidental de ce que sont les institutions, mais des institutions qui vont d'abord protéger les intérêts du peuple. Qu'en dit la CEDEAO? Vous avez écouté le vice-président de la CEDEAO par rapport à l'initiative de la communauté entre le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina. Condamnation. Il ne cherche même pas à comprendre ce qu'il y a dedans. Première prise de parole, il condamne. Il dit non. On ne veut pas de ça. On était, je crois, 13 ou 15. On va finir 13 ou 15. C'est quoi? Comme dirait quelqu'un, on nous a créé le même jour, comme un garçon disait à une jeune fille. On ne peut pas se séparer. C'est même quoi? Mais la CEDEAO, là, elle a été créée, je crois, en 1975. Hein. Elle n'a toujours pas existé. Hein. C'est quoi cette affaire-là? Mais mieux, sur le plan qualitatif, les gens font une nouvelle proposition d'un pas en avant. Boum! Les grands fonctionnaires de la CEDEAO, n'est-ce pas, comme les fonctionnaires, ils attaquent. Ils disent non, 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 non. Ce n'est pas nous qui contrôlons, il faut que ce soit sur notre contrôle. Pourquoi? Si vous vous dormez, depuis que vous avez claironné de gauche à droite que vous allez créer une monnaie commune, on en est où? Où en sommes-nous? On renvoie ça vers les 2037. Mais je serais peut-être déjà mort. Il y a urgence. On n'a pas l'éternité avec nous. Donc, le problème de la CEDEAO, justement, avec sa sortie, c'est parce que là, elle ne se voit plus en capacité d'influencer le cours des choses en Guinée-Conakry. Et ça... Elle est à l'étroit, la CEDEAO. Ah oui, elle ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas l'accepter. Ça ne convient pas au rôle régalien qu'elle se... Oui, qu'elle se... tissait de briques et de broc. Je poserai donc cette question finalement. Pour qui travaillent les membres de la CEDEAO? Ce sont des institutions qui sont complètement dépassées. Elles ne répondent plus aux réalités du moment, aux enjeux de l'heure. C'est dépassé. Il faut refonder ces institutions. Elles ne sont pas des institutions qui vont dans le sens de projeter les pays africains dans le futur, dans les combats que nous voyons là. Mais vous écoutez même le plouc de Macron. Vous avez écouté dernièrement la conférence de sécurité, je crois, en Allemagne. Et ils sont toujours dans le... Comment on va faire pour créer de nouvelles armes pour protéger l'Europe? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a du retard, il faut... Nous, on est où là? On est encore dans les exclusions. Il faut continuer à sanctionner le Mali. Même à l'OUA, à l'Union africaine. Tu entends encore, j'appelle OUA parce que c'est les paroles même, c'est deux frères jumeaux qui ont deux habits différents. C'est tout. Les autres sont dans la prospection en tant que corps uni, en tant qu'organisation unie. Qu'est-ce que nous pouvons faire sur le plan militaire, sur le plan de l'innovation, la technique, la technologie, pour renforcer notre capacité à continuer à être un pôle de décision majeure dans notre planète? Les nôtres sont. Donc la CEDEAO participe à cette vaste comédie qui nous fait croire que nous avons des instances fêtières sur-régionales qui ont un pouvoir et qui ont la vision. Elle n'a ni le pouvoir ni la vision. Elle obéit aux ordres des autres. Sa vision est quasi nulle. C'est le maintien du statu quo. Oh, il faut évoluer. Il faut réfléchir. Il faut qu'au sein de nos États, de nos pays, qu'il y ait un nouveau leadership assumé, qui est capable d'inventer le futur. Mais un futur qui sera, n'est-ce pas, bien, j'allais dire, quelque chose de bénéfique pour les générations à venir. Et là-dedans, nous sommes obligés, excusez-moi de le dire, de couper, de trancher les nœuds gorgiens. Il faudra les trancher au vif. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix, Steve Jusselengos. Et cela passe par un certain nombre d'initiatives, de décisions, d'attitudes, que pour l'instant, nous ne voyons pas beaucoup dans ces histoires de ces organisations.
Le débat que nous avons depuis par rapport au franc CFA, on a tourné. Que ce soit l'UMOA, que ce soit la CEMAC, on est encore dans des... On attendait, ça va venir, nous sommes en train de réfléchir. On réfléchit par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On a tout mis sur la table. On a fait la démonstration théorique de la vacuité de cette affaire-là. Il a même deux caractères obsolents. Déjà, on a tout démontré. Est-ce à dire aujourd'hui que les organisations régionales africaines sont contre le progrès? Mais elles sont constituées en majorité par des fonctionnaires qui ne sont plus du tout arrimés à la réalité de la modernité actuelle. C'est les anciens fonctionnaires avec des comportements anciens, avec des rêves anciens, c'est dépassé. Fonctionnaires du colon? Oui, beaucoup sont enchaînés avec des réalités que vous et moi nous ne maîtrisons pas. Les loges mystico-religieuses, des trucs que j'ai un pied-à-terre à Paris, à Washington, mes enfants ont des possibilités d'aller fréquenter à Yale, je ne sais pas où. C'est tout ce qu'ils ont. Voilà leur préoccupation. Le bout de nez est très loin pour eux. Donc, voilà le problème. Donc, dans un monde qui change, dans un monde qui a une ébullition, dans un monde où on voit devant nous, ça se voit au jour le jour. Comment les autres avancent? Maintenant, il y a même des ballons qui traversent les États-Unis. Ça ne vous dit rien. Mais nous sommes encore là à dire on va punir tel, on va punir à gauche, on va punir à droite. Nous avons des experts sur notre continent. On tue l'espoir, on tue le génie qui est en eux. On ne les met pas ensemble, on n'organise pas la capacité de ces experts dans des domaines variés pour leur produire du savoir au service du continent. Non. Les gens qui ont appris le grec et le latin et qui décident dans nos institutions sont là pour sanctionner. Ne vous étonnez pas que demain on dit qu'on ne veut plus de panafricanisme TV, hein, parce que la merde. Voilà leur rôle. Alors que le monde, c'est autre chose. Le monde, lui, va vite. Les autres voient des intérêts dans 50 ans, dans 100 ans. Ce qui se passe là, la confrontation entre la Russie et l'OTAN et l'Occident là. Le problème clé, c'est oui ou non. L'Occident va-t-il continuer à dominer le monde pour les 50 années à venir? Pour les 50 années à venir, c'est tout le débat. C'est pour ça que quand vous écoutez les propagandistes qu'on appelait avant abusivement journalistes, c'était un abus de langage, parce qu'en réalité, ils sont devenus de véritables propagandistes, dans leur large majorité. Ils vont loin. Ils disent qu'il faut tuer Poutine. Il faut l'éliminer. Et le remplacer à Moscou à défaut de dépêcher la Russie par quelqu'un qui va répondre au doigt à nos instructions, à notre projection de la civilisation moderne. C'est même au-delà même de la civilisation. C'est un projet encore plus puissant. Et pour cela, il faut justement, pas qu'en Afrique, il y a un quelconque réveil. Donc voilà l'enjeu. Donc je pense que c'est seulement que la CEDEAO est complètement à côté de la plaque. Et mon vœu le plus sincère, c'est que bon, qu'au Niger aussi, que ça s'accélère. Pour que cette CEDEAO là, on mette ça en lambeau et qu'il y ait la refondation d'une nouvelle CEDEAO, que celle-là maintenant va tenir compte des intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Merci parfait. Donc pour sortir de cet entretien, Mamadi Doumbouya vient-il de prendre une très belle décision? Oui, à mon sens. J'aimerais bien que demain ne me permet pas d'être aussi affirmatif, mais pour l'instant, oui, je suis obligé de le constater. Je suis obligé de constater que Mamadou Doumbouya prend un certain nombre de décisions qui vont dans le sens d'une réflexion, même si elle demande à être peaufinée, mais d'une réflexion déjà. Les jalons sont posés, qui va faire de la Guinée-Conakry et de nouvel ensemble, dont on l'espère, va être rapidement créé, un pôle d'espoir pour tout le continent africain. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'en réalité, on est en train d'éviter les écueils. Ce que vous voyez là, c'est pour éviter les écueils. C'est pour contenir les écueils. C'est pour ne pas être bloqué dans la volonté, la grande volonté du peuple de Guinée-Conakry d'aller de l'avant vers la reconstruction d'une Guinée-Conakry digne et vers la refondation d'une Afrique nouvelle, Afrique panafricaine unie et solidaire. C'est tout le débat. Tout le reste, ce sont des chicanes, comme mon grand-père me disait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez traduire pour vos téléspectateurs. Merci à vous, patient parfait, de nous avoir été des nôtres ce matin. Voilà. Merci.
en parlant des enfants qui ont des chics. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.